Bonsoir. À chaque fois, je suis soufflé. Hein? Vous êtes soufflé aussi. La démonstration est tellement rigoureuse que je me dis, mais il ne me reste plus rien à dire. Alors, je vais commencer par remercier la Société Saint-Jean-Baptiste de m'avoir invité. Vous remerciez, vous, d'être venu ce soir et de m'accueillir. Je veux remercier M. Yves Saint-Pierre, le président, M. Guy Rousseau, directeur, puis aussi M. Jean Breton, qui a été l'organisateur, je pense, la main en partie, avec d'autres, la main téléphonique, dit-il, oui. Puis je veux en profiter pour saluer mes collègues, Noëlla Champagne, ma collègue que je remercie d'être ici avec moi, Madame Paul Brunel, qui est la députée du Bloc qui est maintenant en élection. Hein? Bravo. Et à qui on souhaite, on sait qu'elle va gagner. Ex-collègue, éminent député, ministre, homme présent au moment où la loi 101 a été votée, M. Yves Duhem est avec nous. Je veux remercier Charles Castonguay et je veux remercier aussi notre ami de l'IRFA parce que voilà des personnes qui ont donné à toute la question de la langue et du cégep la rigueur dont elle a besoin. C'est une chose que d'avoir des intentions, c'en est une autre que de pouvoir faire de ces intentions des politiques. Le passage entre une intention et une politique, c'est la rigueur du portrait qu'on peut et qu'on doit dresser. Et vous l'avez vu, là, la démonstration est tellement évidente qu'à chaque fois que j'y assiste, je suis un peu sans mots. Je me dis, ma foi, quand on voit ces chiffres, quand on voit cette réalité, quand on se rend compte du portrait qui nous est décrit, comment et pourquoi devrions-nous encore chercher à convaincre les gens qu'il s'agit là d'une mesure nécessaire? Et pourtant, c'est la situation dans laquelle on est. Nous avons à faire un combat immense pour convaincre les gens d'adopter une mesure qui tombe sous le sens. Et c'est ça le drame et la question qu'on se pose tout le temps. Pourquoi devons-nous absolument nous convaincre nous-mêmes, convaincre les autres francophones du Québec qu'il est devenu impératif d'agir sur la langue française, d'agir pour inverser la tendance anglicisante que l'on constate particulièrement dans la grande région de Montréal? Comment se fait-il que nous, comme peuple, nous soyons maintenant obligés d'avoir une réflexion profonde, de nous justifier face à nous-mêmes pour faire ce qui est absolument évident, que cette langue de la majorité soit la langue commune, que ce soit la langue du travail, que ce soit la langue de l'administration, que ce soit la langue du commerce et des affaires, que ce soit la langue de l'enseignement. Comment se fait-il qu'après 400 ans de persistance dans un territoire, comment se fait-il qu'après l'évidence des démonstrations que nous faisons jour après jour, nous nous soyons encore en train d'essayer de nous convaincre qu'il faut agir? C'est mystérieux pour moi. Et c'est inquiétant. La demande de Mme Marois a été d'abord de revoir la loi 101. Nous l'avons fait assez rapidement, avec ceux-là même qui l'ont écrite, cette loi. Rapidement aussi, donc, il s'agissait de prendre le projet de loi, de le réécrire pour qu'il soit compréhensible, et d'ajouter un certain nombre d'articles là où la loi 101 a vieilli. Je vous donne deux exemples. Il a été assez évident qu'il faut maintenant que la loi 101 s'applique aux entreprises qui ont moins de 50 employés. Hein, c'est clair. Oui?
Il est clair aussi qu'il y a des efforts à faire au niveau de la langue d'administration. On a découvert tout à coup que quand quelqu'un dit un mot d'anglais, qui est un nouvel arrivant, un nouveau Québécois dit un mot d'anglais, et pour le reste de sa vie, la sienne et celle des autres, il recevra tous ses papiers officiels dans la langue anglaise. Il y a des problèmes avec la langue d'administration. On a revu les articles qu'il faut changer. On a revu certains articles dans lesquels, les articles, l'employé doit faire la preuve qu'il n'est pas nécessaire de connaître l'anglais pour faire le travail pour lequel il postule. Imaginez que quelqu'un qui cherche à obtenir un emploi va dire à son employeur « Je vais faire la preuve que je n'ai pas besoin de l'anglais pour être dans la fonction que vous me destinez. » Il y a peu de chances qu'il soit engagé. Il y a une inversion. Il faut que ce soit l'employeur qui fasse la preuve que l'anglais est nécessaire. Un autre article sur lequel on a travaillé. Après avoir fait ces travaux-là, ça a été assez rapide. Ça s'est fait rapidement. Je les ai faits avec M. Corbeil et M. Yves Martin, qui tous les deux ont été là au moment où la loi 101 a été écrite. Donc, après avoir fait ce travail-là, il m'est apparu évident que même avec une loi 101 appliquée, parce que la loi 101 actuelle n'est plus appliquée. Elle n'est plus appliquée adéquatement et depuis de nombreuses années. Elle n'est plus appliquée. Mais imaginons un jour que l'Office québécois de la langue française réengage 250 fonctionnaires et qu'on se mette rigoureusement à appliquer la loi 101 dans l'ensemble de ses articles. Imaginons cela et déjà le français aura fait des progrès immenses au Québec. Malgré cela, malgré une application rigoureuse, nécessaire, essentielle, qui devra se faire au moment où nous aurons le pouvoir, malgré cela, tous les problèmes ne seront pas réglés. Tous les problèmes ne seront pas réglés parce qu'actuellement, la langue française est confrontée au Québec à un ensemble de phénomènes nouveaux. Quels sont-ils? Les phénomènes nouveaux, quels sont-ils? Voilà ce que nous nous sommes demandé. Nous nous sommes demandé, après avoir revu la loi 101, mais qu'est-ce qui se passe qui fait que, même si on applique la loi 101, on a le sentiment intime, profond, réel, que les choses ne vont pas changer juste avec l'application de la loi. Quels sont les autres phénomènes qui font que nous sommes confrontés à une nouvelle réalité? Et c'est ce que nous avons fait en étudiant le plus profondément possible, avec le plus de rigueur possible, avec la collaboration de gens comme M. Castonguay, de gens comme M. Maheu, d'un ensemble de personnes, sous la direction d'Éric Bouchard, ici présent, en faisant une revue de l'ensemble des documents publiés par l'Office québécois, en étudiant avec soin le dernier recensement et les autres, celui de 2001-2006. Nous avons tenté de cerner, de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe au niveau de la langue? Tantôt, M. Castonguay vous a donné des chiffres. La réalité de ces chiffres-là, c'est que dans la grande région de Montréal, il s'est passé au moins 3 phénomènes. Le premier, 180 000 francophones ont quitté l'île, sont allés vivre en banlieue nord, en banlieue sud. Premier phénomène. Deuxième phénomène, celui dont M. Castonguay a parlé, il n'y a maintenant que 8 000 anglophones qui ont quitté le Québec par rapport à ceux qui sont arrivés. Le solde négatif est de 8 000. Et ces anglophones-là, et ils ont bien le droit, et c'est très bien, s'installent et demeurent surtout à Montréal. Deuxième phénomène. Troisième phénomène, une arrivée et une installation massive de gens venus de partout dans le monde et qui demeurent principalement sur l'île de Montréal ou dans la grande région métropolitaine. Ils y demeurent dans une proportion d'environ 75 %. Quel est le résultat de ces 3 phénomènes-là? Le résultat de ces 3 phénomènes-là, c'est que pour 3 personnes dont la langue maternelle est le français, il y a une personne dont la langue maternelle est l'anglais, dans la grande région, sur l'île de Montréal. Cependant, au niveau de la langue d'usage, et là c'est la langue d'usage qui est parlée à la maison et qui est parlée dans la vie courante, il n'y a pas 3 personnes qui parlent le français, il y a 2 personnes qui parlent le français pour une personne qui parle l'anglais.
Il n'y a pas la même adéquation de 3 par rapport à 1, mais bien de 2 par rapport à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce qu'on a décrit tantôt, c'est qu'il y a du côté de la langue anglaise un phénomène d'attractivité, un indice de vitalité de la langue anglaise qui sont tellement forts qu'ils drainent vers eux un nombre considérable et anormal de gens, à la fois francophones et allophones, qui versent, qui vivent, qui s'installent dans une culture séduisante, forte, puissante, qui s'appelle la culture d'expression anglaise. Et que ces gens-là, plutôt que de s'intégrer à la majorité francophone dont nous sommes, vont faire le choix de la minorité anglophone. C'est, qu'on le veuille ou pas, les premiers pas de ce que, je crois, on peut appeler une sorte d'assimilation. Il y a là les ferments d'une assimilation. Il y a là les premiers indices de la loi du nombre. En histoire, on dit qu'il n'y a une seule loi, c'est la loi du nombre. Là où le nombre domine, inévitablement, il a des effets. Ce qu'on sait aussi, c'est que quand deux cultures se confrontent, quand deux cultures sont mises en contact, la culture la plus puissante, la culture la plus séduisante, celle où il y a le plus grand nombre de locuteurs, tôt ou tard, gagne sur la culture minoritaire. Et c'est exactement dans cela que nous sommes. Et pour nous, c'est le cœur de notre projet d'indépendance. On sait très bien que si on laisse aller la culture au sens large du terme, pas juste la culture d'expression, pas juste le théâtre et le cinéma, la culture au sens ethnographique du terme, si on laisse aller cette culture-là, si on la laisse se courber les chines et subir la loi du nombre, on sait très bien que l'avenir du pays est menacé. Il est menacé parce que tout à coup, les valeurs qui sont exprimées dans une culture au sens ethnographique, ethnologique, les valeurs qui s'expriment par la langue vont tôt ou tard se modifier. Est-ce qu'on doit craindre une modification de nos valeurs? Non. Est-ce qu'il est possible d'avoir une sorte de contrôle, d'acquiescement à la transformation de nos valeurs? Oui. Est-ce qu'il est possible d'imaginer que le Québec sera fait de l'ensemble des Québécois? Oui. Comment s'assurer que ce nouveau Québec, que ce pays du Québec sera à la fois le résultat de ce que nous sommes et de ce que les autres sont, dans une fusion dont nous aurons, jusqu'à un certain point, réussi à ce qu'elle soit conforme à l'ensemble de ce que nous avons été et à l'ensemble de ce que nous voudrions que nos enfants soient. Où est-elle cette continuité entre notre passé, notre présent et notre futur? C'est cela que nous cherchons. Quand on parle du pays heureux pour tous. Mais on parle aussi d'un héritage de l'histoire, d'un héritage d'un territoire, de l'héritage de toutes nos réussites au fil du temps, léguées à l'ensemble de nos enfants et de nos petits-enfants. C'est de ça dont on parle. C'est de ce pays-là dont on parle. Ce pays-là, il a des exigences. Et les exigences du pays grandissent au fur et à mesure que nous retardons le moment d'y accéder. Plus le temps passe,
plus il deviendra exigeant pour nous de dessiner les contours de notre pays. À l'époque, il était relativement simple de confronter deux langues. Il y avait les francophones, il y avait les anglophones. Il y avait les francophones qui se sentaient méprisés dans ce qu'ils étaient, dans leur langue. Pour tous ceux qui ont vécu à Montréal à cette époque, pour tous ceux qui ont connu les grandes batailles que nous avons connues sur la langue, la situation était claire. L'ennemi, c'était l'anglais. Maintenant, ce n'est plus cela. Maintenant, nous nous posons nous-mêmes la question, jusqu'où allons-nous connaître cette langue-là? Jusqu'où est-il nécessaire de la connaître? Jusqu'où faut-il être individuellement bilingue? Jusqu'où allons-nous tolérer que nous-mêmes, nous soyons confrontés à des choix quotidiens? On demande, nous demandons de plus en plus d'avoir une conscience aiguë de ce que sont nos valeurs, de ce qu'est notre langue, de ce qu'est la langue des autres et de ce que sera, de quoi sera fait ce futur-là. Et se poser ces questions-là, ce n'est pas manquer de détermination. Actuellement, il y a une confusion, il y a plusieurs confusions. La confusion de donner à l'ensemble des jeunes la connaissance d'une deuxième langue et d'une troisième et de toutes les langues nécessaires dans un monde qui change, qui évolue, et confronté à la nécessité de valoriser d'une façon encore beaucoup plus forte notre propre langue. Et pourquoi nous posons-nous la question de faire du français et de redonner au français toute sa beauté? Comment se fait-il que nous nous posions maintenant des questions sur la fierté de la langue? On se pose ces questions-là parce que tout à coup, collectivement, on est en train d'entériner l'idée que notre langue n'est peut-être pas la langue de l'existence au Québec, la langue de la réussite. Pourtant, l'histoire des années 60 jusqu'à maintenant nous a montré clairement, très clairement, qu'on pouvait réussir complètement en français dans tous les domaines. Dans l'ingénierie, dans le cirque, dans l'avionnerie, dans tous les domaines, nous avons réussi à nous donner des institutions, à nous donner des réussites sur la planète dans cette langue-là. Et pourtant, maintenant, on est donc confronté et partagé. Alors, il faut que le débat soit clarifié. Et pour qu'il soit clarifié, il faut avoir le courage d'adopter une politique linguistique globale. Dans cette politique linguistique globale, une des mesures, c'est celle de l'application de la loi 101 au Cégep. Cette application-là, pourquoi venons-nous en parler ici? On vient en parler ici parce que je suis allé à Rimouski et je vais aller à Hull et on va aller au Saguenay. On va aller partout pour en parler parce qu'il est bien évident que ce qui se passe apparemment à Montréal, dans la région montréalaise, ce n'est pas exactement la même chose que ce qui se passe ici dans le Cégep à Trois-Rivières ou qui se passe dans le Cégep de Rimouski. C'est bien clair que, mais cependant, ce qui est clair, c'est que ce qui se passe là aura des effets sur ce qui se passe ici. Ce que nous voyons maintenant comme phénomène dans l'ensemble du Québec, dans les cégeps particulièrement, c'est qu'il y a une attirance vers les centres urbains. On voit le nombre d'étudiants, et c'est la réalité à Gaspé, c'est la réalité à Rimouski, on voit le nombre d'étudiants du cégep diminuer. Ils sont attirés vers la ville, ils sont attirés vers Québec et vers Montréal, et ils sont aussi attirés, ils vont l'être de plus en plus, par le fait de pouvoir aller étudier au cégep en anglais. Et nous avons donc des conséquences désastreuses. Parce que si nous laissons faire cela, on est en train de vider les régions. Et la langue est une des raisons qui va accélérer ce mouvement-là. Alors qu'il faudrait exactement faire le contraire. Il faudrait dire, s'il y a actuellement le collège Dawson qui déborde, dans lequel on est obligé d'investir de notre argent pour aider à angliciser nos francophones et nos allophones, il faudrait plutôt imaginer le contraire. Il faudrait penser qu'il faut peut-être cesser d'alimenter et de financer un système scolaire anglophone qui nous fait échapper des nôtres et qu'on devrait prendre ces nôtres-là et les distribuer à travers le territoire. Le but, c'est ça.
aller du tout où je voulais parler. Ça n'a aucun rapport avec rien. Je suis, messieurs, Patrick, après Patrick, que voulez-vous que je vous dise? Mais je vais vous dire certaines choses. J'en parle parce qu'on est tous je pense, la majorité d'entre nous, on est du Parti québécois. Hein? On est du Bloc québécois, du Parti québécois, on est des souverainistes, on est des indépendantistes. Et à l'intérieur du parti, actuellement, on mène le combat pour ces mesures-là. Comme Camille Lorrain a mené un combat pour la loi 101. Il y avait, et c'est Yves qui m'a apporté ce document-là, il y a 54 députés qui ont voté pour la loi 101 en 1977. 54 sur 106? Sur 106. 53 qui ont voté pour. Donc, ouais, c'est marqué 53. Hein? Ça veut dire qu'à l'intérieur du PQ, il y a eu du bas. Ça n'a pas été facile. Et ce n'est pas encore facile. Et ça, c'est... Et donc, ce qu'on fait en se promenant, et ce que je vous demande, c'est de dire, aidons-nous. Aidons-nous à l'intérieur du parti à être certains qu'on ne pourra pas sortir des balises qu'on se donne, qu'on ne sortira pas d'aucune façon de notre certitude d'avoir à agir pour inverser la situation. Et quand vous regardez actuellement la proposition principale, vous allez retrouver cette application de la loi 101 au cégep. Mais vous allez aussi retrouver dans une autre section, dans la section éducation, une autre proposition qui dit, elle, oh, voilà ce que nous devrions faire. Nous devrions avoir des cégeps où il y a 3/4 des cours en français et 1/4 en anglais. Nous devrions avoir dans les cégeps du Québec une session optionnelle facultative pour toutes les Québécoises et tous les Québécois. Alors, imaginez ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que nous, du Parti québécois, nous sommes en train de dire une chose et son contraire. Nous sommes en train de dire, il faut tarir cette source d'anglicisation dont on voit les conséquences sur les études universitaires, dont on voit les conséquences sur le milieu de travail. C'est en train d'angliciser le milieu de travail en amont, alors qu'on veut le franciser en aval. Aucun bon sens. Alors, il faut dire, et nous sommes en train de dire cela, appliquons la loi. Et en même temps, on est en train de dire, nous allons bilinguiser l'ensemble des cégeps du Québec. Parce que quand on dit faire une session optionnelle facultative, cela signifie que potentiellement, des 30 000 étudiants qui vont au cégep anglophone, on pourrait théoriquement leur ajouter 35 000 étudiants francophones qui étudient en anglais. Le document fait par M. Castonguay dit clairement ceci. Actuellement, il y a 12% d'anglais dans le système des cégeps. Si vous appliquez l'idée d'une session facultative optionnelle, vous pourriez faire porter cette part de l'anglais dans le système collégial à 30%. Si vous prenez le nombre d'étudiants qui vont au cégep français, si ces étudiants-là décident qu'ils vont avoir une session en anglais, vous allez augmenter la proportion de l'anglais dans tout le système collégial à 30%. Si vous pensez que seulement la moitié se prévaudront de cet avantage-là, vous allez augmenter ce 12% de combien, Charles? De 20 à 21%. Et si seulement un tiers de tous les étudiants qui vont dans les cégeps en français décident qu'ils vont prendre une session facultative en anglais, vous allez avoir augmenté ce 12%-là de 6%. Vous allez avoir 18% de contenu d'anglais. 18%, c'est exactement ce qu'il y a actuellement dans la situation des cégeps. Si Lucien Bouchard avait appliqué la loi 101 au cégep, nous serions actuellement dans un pourcentage raisonnable de 12% de contenu d'anglais dans le système collégial. Ça, ce serait normal et acceptable. Nous sommes à 18% et avec une session facultative, nous allons atteindre des sommets inégalés. Alors, dans notre propre proposition principale, dans notre propre parti, nous avons deux propositions qui se contredisent.
lors du Congrès national, certains d'entre vous y seront, il faudra éliminer cette proposition-là, la faire mourir. Parce qu'on ne peut pas vivre de cette façon-là. On ne peut pas vivre en disant une chose et son contraire. Et pour moi, c'est tellement crucial, cette question-là, que si, d'aventure, un Congrès national du Parti québécois n'avait pas le courage d'adopter une position forte sur les cégeps, je crois nous serions tenus de nous poser des questions sérieuses sur ce parti lui-même et sur sa volonté. Je crois que ça va jusque-là. Ça va jusque-là parce que cette question du cégep, elle est comme l'épicentre d'une volonté et d'un désir. Et je dis une volonté, la volonté, elle est présente. Elle est présente chez vous, elle est présente dans la population, elle est présente dans le parti. Mais le désir, c'est ce qu'il faut à la fois maintenir pour ceux qui l'ont, retrouver pour ceux qui l'ont perdu, faire naître chez tous ceux qui n'en ont même pas conscience ou qui ne l'ont pas connu. Mais pourtant, j'ai le sentiment profond que le jour où on fera renaître le désir, à la fois le désir de la langue, il me semble que alors le pays sera à portée de main. Peut-être que je cherche à avoir la voix de René Lévesque. Je pense que je vais me mettre à fumer si ça continue. Alors, je m'excuse de cette voix-là, je ne sais pas, ça fait quelques jours. Est-ce que je veux dire quelque chose d'autre? Je pense que non. Je pense que c'est ça que je voulais dire. Et je vous l'ai dit d'une façon un peu mêlée, mais ce n'est pas parce que mon esprit est confus. C'est parce que je pense qu'il y a plusieurs aspects. Il y a plusieurs aspects. On ne peut pas toucher à tout, mais il faut au moins toucher à la compréhension des enjeux qui sont derrière cette question des cégeps. Et il faut relier cette question-là à l'ensemble des autres questions cruciales. Parce que on aurait pu, et peut-être on doit se souvenir que l'occupation du territoire, le fait de nommer le territoire, les frontières du pays, c'est le fait d'une langue. Je veux juste finir avec ça en vous disant, la langue crée la réalité. Sans les mots, vos enfants n'existent pas. Vos villages n'existent pas. Votre pays n'existe pas. Ce qui est sans nom n'existe pas. Nommer, c'est créer. Et pour nous, au Québec, nommer le pays, c'est le rendre fier et indépendant. Voilà.